19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 20 février 2023. 18 au 19 février 2023 s'est tenu à Addis Abeba, Éthiopie, la capitale éthiopienne, le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet au cours duquel plusieurs sujets ont été abordés, dont entre autres la ZLECAf et la situation politico-sécuritaire dans plusieurs pays du continent. Pour le journaliste politologue nigérien, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, lui traîne encore sur les vraies préoccupations des peuples africains. Il se prononce également sur l'incident diplomatique dont a fait l'objet une délégation israélienne. Suivant Abdoulaye Hassan Diallo. J'applaudis de deux mains. Israël n'a rien à voir dans nos affaires. D'abord, Israël s'oppose à nos amis qui sont les Palestiniens. Il les tue tous les jours. Hein? Et aujourd'hui, on va amener quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, venir siéger chez nous pour chercher quoi, pour nous espionner. Mais ça suffit. Moi, j'applaudis. Il n'y a pas que l'Algérie et puis la montagne. Tous les autres États devraient se lever. Même les États qui ont encore des relations diplomatiques avec Israël devaient se lever. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'est comme ça qu'en 1967, les Djouri ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Oui, parce qu'ils se sont opposés à ce qu'Israël est en train de faire dans la sous-région contre nos frères palestiniens. Oui, de l'OIA à l'UIA, les Africains n'ont pas tiré profit de la substance de leur organisation qui a été créée par eux à travers les chefs de l'État pour les servir. Bon, et l'OIA n'a pas d'abord eu racine en Afrique. C'est en Europe depuis 1900 à Londres. Ensuite à Paris en 1919. Puis à Bruxelles et Londres encore en 1920. Ensuite ça continue en 1921-23 et en 1947. Et en 1950, évidemment, le continent a pris son bébé à Accra avec Eja Sefo et Kwame Nkrumah, qui était l'un des premiers leaders et défenseurs de l'idée panafricaine. Et donc, il y a eu une rencontre là-bas, notamment, il y avait deux groupes, les groupes des modérés et les groupes des progressistes. Les modérés disaient qu'il fallait qu'on aille doucement, doucement pour arriver à notre indépendance. Les progressistes disaient qu'il fallait l'arracher. Et vous savez que quelqu'un comme Sékou Touré, comme Nasser, comme Jomo Kenyatta et d'autres présidents, les Modibo Keïta, qui étaient des fervents révolutionnaires, ont refusé. Ils ont dit qu'il n'est pas question d'abord de continuer à suivre la voie coloniale qui nous a assez fait du mal et que maintenant nous devrions récupérer notre affaire et en faire ce que nous voulons. Mais chemin faisant, suivez mon regard. Où sont tous ces hommes-là? Comment ont-ils fini? Comment ont-ils fini? Un monsieur comme Nkrumah qu'on est allé chercher en prison pour élire président de la République, qu'on arrive à assassiner comme un malpropre. Et les premiers hommes qui avaient pris en charge l'organisation n'avaient pas du tout eu le temps de construire. On les a harcelés. Vous le savez très bien, il y a eu des rébellions ici ou là. Au Niger même, on se rappelle. Et deux cousins se sont combattus, Jibo Bakari et Yuri, que nous respectons. Hein? Donc, il y a eu tout ça là, par derrière, quelqu'un qui pousse pour que la stabilité ne se fasse pas en Afrique. Les fondateurs avaient tracé les pistes, à savoir une force panafricaine, à savoir une route transafricaine, n'est-ce pas? Et un centre de recherche panafricain. Et moi, dans ma thèse de doctorat en sciences, j'ai proposé l'IRCH de Niamey, qui est un exemple de centre de recherche culturelle. Ensuite, il a été question d'avoir la liberté
de s'organiser pour utiliser nos biens, nos richesses, de les vendre sur le continent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois qu'on avance dans la gestion de nos biens, ce sont plutôt des perturbations. Docteur Abdoulaye Hassan Diallo, qui vous retrouverez en partie à magazine de cette édition. Pour le reportage maison de ce jour, la rédaction de la télévision Labari s'est intéressée à la tracasserie policière observée ces jours-ci dans la ville de Niamey. C'est pour la plupart des propriétaires des engins à deux roues qui sont victimes de la question. Le reportage signé Boubacar Ibrahim, Boubacar Souley. L'affaire de fait actuellement la chronique à Niamey et où équipe les cercles de discussion. En effet, depuis quelques temps, les éléments de la police nationale mènent des opérations que d'aucuns qualifient de brutales contre les motocyclistes en particulier. Ces derniers sont poursuivis juste dans leur dernier retranchement pour se voir être dessaisis leurs engins sans aucun respect de la réglementation. Pour le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, cette manière de faire n'honore pas le corps de la police nationale. Par rapport au comportement de la police nationale ces derniers temps, nous, au nom de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous estimons que dans un État démocratique, républicain et État de droit, ce comportement de la police nationale est très déplacé et ça n'honore pas le corps en tant que tel. Pour la simple raison que au sein de l'organisation même de la corporation police nationale, nous estimons qu'il y a un service spécialement dédié à la circulation routière et par conséquent à la question du contrôle de conformité des usagers de la route, que ce soit ceux qui ont les véhicules ou les motos. Dans tous les cas, il y a la police de la circulation routière, et spécialement dont la mission est de veiller, je dis encore une fois de plus, à ces règles de conformité par rapport aux usagers. Et malheureusement, nous avons vu que les responsables de la police, certainement, ont donné des instructions que les éléments sont en train d'exécuter, certains avec le plus grand zèle possible. Et je pense que dans un état de droit, il faudrait vraiment que les gens fassent très attention pour ne pas aller dans une logique de confrontation avec la population. Selon des informations fournies par des victimes et des témoins, les éléments de la police se saisissent même des motos garées devant les alimentations et les concessions, ce qui pour l'acteur social dépasse l'entendement. La manière dont nous observons aujourd'hui et les échos que nous avons que devant les boutiques, devant les alimentations et souvent même dans les fadas, les policiers ils viennent comme ça, ils prennent les motos souvent sans même demander à qui ça appartient. Je crois que ça n'honore pas sincèrement la police nationale. Et à ce sujet-là, nous interpellons quand même l'autorité compétente à revoir leur copie par rapport à cet état de fait de la police nationale. C'est le comportement, c'est l'attitude, c'est l'attitude, la manière de faire. C'est ça que les gens sont en train de décrier, c'est ça que les gens sont en train de déplorer, les conditions dans lesquelles, la manière de faire. C'est ça, parce que ça n'honore pas la police nationale. Sincèrement, il faut le dire. Il invite ainsi les responsables de la police nationale à mieux former ces éléments. Parce que la police, quand même, il faut reconnaître que tout le monde reconnaît que c'est une mission régalienne très noble et que pour la respectabilité du corps, quand même, le DGP lui-même en question, il est tenu de sensibiliser ces éléments pour que, en toutes circonstances et en tout lieu, il reste digne de l'uniforme. Si pour la police, la procédure s'explique par la croissance des motos volées, pour les usagers, elle est plutôt exagérée. Et il urge alors de trouver un terrain d'entente entre ces différentes parties pour mener en main ces opérations. Métier exercé par bon nombre de jeunes Nigériens, notamment dans les centres urbains, il s'agit de la collecte et vente des objets usés, communément appelés Gongoloba, un métier à risque qui permet quand même à des jeunes de joindre les deux bouts. Le reportage est de Amza Sakou. Communément appelé Gongolobaïsé en langue zarma,
Les ramasseurs d'objets usés sont fréquents généralement sur les dépotoirs qui jonchent la capitale. Ces collectionneurs sont parfois victimes de stigmatisation, mais c'est un véritable parcours du combattant pour ces jeunes qui s'adonnent à cette activité qui n'est pas sans risque, surtout sanitaire. Des objets à qui on donne une seconde vie. Ce n'est pas un travail à détester. Avant, on le déteste, mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Si tu prends, je vais te dire, dans le monde entier même, partout, on travaille les usés. Donc, on s'en sort dedans parce que les enfants là que vous voyez, ça ne peut pas faire toute la journée. Ils n'ont pas eu quelque chose à mettre dans leur poche. C'est un atout, ça va les empêcher à aller voler. Nous, ici, on récolte. On n'a pas des usines de transformation ici. La plupart des usines là que vous voyez, on les transporte vers le pays voisin. Il y a des enfants qui partent de la rue, ramasser. C'est avec ça on collecte. Il y a des grands collecteurs, il y a des petits collecteurs. Parce que si tu prends les enfants là, ils amènent ça au petit collecteur, le petit collecteur amène ça au grand collecteur. Les grands collecteurs exportent ça. On a à peu près une dizaine d'objets usés. Si vous prenez, il y a le ferraille, il y a les canettes, il y a le bronze, il y a le cuivre, il y a le zinc, il y a le batterie, il y a l'aluminium. Ils sont un peu nombreux, quoi. Il y a beaucoup d'entre eux que nous, on ne peut pas transformer ça ici, on les exporte. D'autres qu'on transporte ici au Niger, c'est l'aluminium, c'est ça on transforme pour faire le marmite là. Pour ces jeunes, c'est un gagne-pain car cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins. Je pars pour chercher ce qu'il y a à manger. Si je pars de la rue, tout ce que j'ai trouvé, je viens ici Katako, je vends. Les autres, l'argent, je dépose, je prends ce que je mange avec. Si j'ai déposé l'argent, si je vais partir à la maison, je vais prendre ce que j'ai déposé pour amener à ma famille. Je suis content dedans parce que tout ce que je vais dedans, je trouve. Par jour, je trouve 4 000 ou 5 000 comme ça. C'est bon, un peu jusqu'à hier, c'est bon. Il n'y a pas parti voler comme ça. Il y a parti chercher. C'est qui est bon, c'est ça qui est bon. Il a gagné 500 000 francs. C'est comme ça qu'il gagne. Moi, j'ai mangé, femme de moi, j'ai mangé. Il y a un enfant. Cette activité confirme la théorie de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parlons cette fois-ci du beurre de karité, un produit à multiples usages. En effet, ce produit est même utilisé sous forme de cosmétique, comme nous allons le découvrir à travers ce reportage signé Nafissatou Yaya. Utilisé depuis des décennies en Afrique pour soigner et masser les nourrissons, le beurre de karité est une huile végétale comestible extraite des fruits du karité. Ce produit trop prisé en cette période de fraîcheur est commercialisé sur le marché par des femmes. Le beurre de karité a beaucoup d'utilité, surtout pour les enfants en cette période de fraîcheur. Il aide beaucoup contre le rhume et est utilisé deux fois pour la cuisine et les soins de cheveux. Riche en vitamines A, E et D, le karité est un arbre qui pousse principalement dans les savanes de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Ça fait plus de 10 ans que je vends le beurre de karité. Il est utile pour les enfants et même pour les grands. Ce beurre nous vient du Burkina Faso, du Bénin ou du Togo.
Employé jadis par les peuples africains dans l'alimentation comme dans les soins, le beurre de karité trouve aujourd'hui une place de choix dans le domaine de la cosmétique. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur l'Union africaine à travers ses avancées et obstacles. C'est avec le journaliste politologue Dr Abdoulaye Hassan Diallo. Très bonne réception à vous. J'avoue que, comme vous, j'ai des inquiétudes et j'ai des interrogations. Et comme vous, je pense, enfin, du moins, que de l'OIA à l'UIA, les Africains n'ont pas tiré profit de la substance de leur organisation qui a été créée par eux à travers les chefs de l'État pour les servir. Bon, et l'OIA n'a pas d'abord eu racine en Afrique. C'est en Europe depuis 1900 à Londres, ensuite à Paris en 1919, puis à Bruxelles et Londres encore en 1920. Ensuite, ça a continué en 1921, 23 et en 1947. Et en 1950, évidemment, le continent a pris son bébé à Accra avec Ejasiopo et Kwame Nkrumah, qui était l'un des premiers leaders et défenseurs de l'idée panafricaine. Et donc, il y a eu une rencontre là-bas, notamment, il y avait deux groupes, les groupes des modérés et les groupes des progressistes. Les modérés disaient qu'il fallait qu'on aille doucement, doucement pour arriver à notre indépendance. Les progressistes disaient qu'il fallait l'arracher. Et vous savez que quelqu'un comme Sékou Touré, comme Nasser, comme Jomo Kenyatta et d'autres présidents, les Modibo Keïta, qui étaient des fervents révolutionnaires, ont refusé. Ils ont dit qu'il n'est pas question d'abord de continuer à suivre la voie coloniale qui nous a assez fait du mal et que maintenant nous devrions récupérer notre affaire et en faire ce que nous voulons. Mais chemin faisant, suivez mon regard. Où sont tous ces hommes-là? Comment ont-ils fini? Comment ont-ils fini? Un monsieur comme Nkrumah qu'on est allé chercher en prison pour élire président de la République, qu'on arrive à assassiner comme un malpropre. Des jeunes comme les Barré, des jeunes comme les Sankara, et tant d'autres qui ont payé très cher pour tout simplement la lutte pour leur indépendance et leur souveraineté. Mais les questions aussi ont des réponses. Les questions ont des réponses. Et les premiers hommes qui avaient pris en charge l'organisation n'avaient pas du tout eu le temps de construire. On les a harcelés. Vous le savez très bien, il y a eu des rébellions ici ou là. Au Niger même, on se rappelle, et deux cousins se sont combattus, Jibo Bakari et Yori, que nous respectons. Hein? Donc, il y a eu tout ça là, par derrière, quelqu'un qui pousse pour que la stabilité ne se fasse pas en Afrique. Or, lorsqu'on n'a pas de stabilité dans un foyer, on ne peut pas parler de stabilité dans un pays, à plus forte raison, dans un continent. Voilà les problèmes qui se sont posés à nous. Et aujourd'hui, l'Afrique est en peine et en panne aussi. Parce que les fondateurs avaient tracé les pistes, à savoir une force panafricaine, à savoir une route transafricaine, n'est-ce pas? Et un centre de recherche panafricain. Et moi, dans ma thèse de doctorat en sciences, j'ai proposé l'IRCH de Niamey, qui est un exemple de centre de recherche culturelle. Ensuite, il a été question d'avoir la liberté de s'organiser pour utiliser nos biens, nos richesses, de les vendre sur le continent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois qu'on avance dans la gestion de nos biens, ce sont plutôt des perturbations.
un désordre créé par-ci, par-là, et par des forces, soit militaires, par des forces civiles, par des organisations qui n'arrivent pas à trouver leur chemin, des oppositions qui se rentrent dedans avec le pouvoir. Et quand il y a des élections, c'est la bousculade, c'est l'engueulade, chacun refuse. Et puis celui qui dit qu'il a obtenu le pouvoir, il continue à gérer et les autres continuent à se plaindre parce qu'ils disent que non. C'est comme lorsque moi je vous donne mon paquet à garder et que je vais réclamer et puis vous ne voulez pas me le remettre, on va faire la bagarre. Donc il y a ça. Mais le grand problème, c'est le problème de la monnaie. Le problème de la monnaie qui devait être le premier à être géré. Parce que si nous nous souvenons, lorsque, par exemple, le Niger vend de l'uranium à la Chine, la Chine paye dans ses devises. Mais ces devises-là vont dans la Banque de France, on les loge là-bas. Et tout en les logeant, l'ancienne colonie a des intérêts dessus. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a un comité composé de tous les États membres et d'un blanc, d'un Français. Et c'est le Français, c'est sa voix qui porte. Donc la direction qu'il prend, les autres sont obligés de suivre. Alors que les richesses appartiennent à ceux qui n'en profitent pas. Et en plus, lorsque par exemple, vous voulez... les États demandent quelque chose. Non, on leur fixe, par exemple, quand vous dites que vous voulez 2000 francs pour faire votre cuisine, celui à qui vous avez confié votre argent, il dit non, je vous donne 500. Donc, ils donnent ce qu'ils veulent aux gens, ils prennent des intérêts sur nos richesses, et pendant ce temps, nous, on ne voit que du feu. Et c'est pourquoi je dis qu'on devrait, la première des choses, c'est la transformation de nos richesses sur place. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, l'Afrique et surtout le Niger sont pleins de compétences, des érudits, des intellectuels, des gens qui sont sages. Parce que si l'Europe avait fait ça aujourd'hui, elle aurait disparu. Mais pourtant, il y a eu des guerres, et ils se sont bouffés le nez. Il y a eu 300 langues qu'on a mélangées pour faire aujourd'hui la langue française. Mais nous, on est toujours en train de nous traîner. Il faut que nous enlevions ça de notre tête. C'est-à-dire, pour être membre de l'OIA, il faut des gens de qualité. Il faut des panafricains. Il faut des gens qui ont en tête le souci de l'Afrique. Mais pas parce qu'un président les a nommés. Non. Moi, je pense que aujourd'hui, notre problème, nous le savons. Et moi-même, j'ai toujours mis un accent là-dessus. Il faut cotiser. Parce qu'on m'a dit, hein, je ne sais pas, que même le siège n'appartient pas à l'OIA. Mais à quoi nous servons? Si votre propre table, ou bien votre lit ne vous appartient pas, elle appartient à quelqu'un, mais où est la souveraineté? Donc moi, je pense d'abord que l'argent est le nerf de la guerre. Les États doivent cotiser pour faire face à leurs problèmes. Et aujourd'hui, l'OIA a été créée. Et l'OIA, c'est pour accompagner les États africains. Par exemple, lorsque un pays africain a un problème à l'extérieur, c'est l'OIA qui devait être son avocate, qui devait être sa garantie contre tout ce qu'on veut nous faire en Afrique. Mais si un pays comme le Niger, tout seul, devrait aller se défendre devant les Nations Unies, là où nous avons une organisation continentale, panafricaine comme l'OIA, à quoi ça sert? Je crois que nous devons nous regarder les yeux dans les yeux et nous devons repenser et ce qui n'est pas bien. Parce que de toutes les façons, c'est à nous de gérer ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, c'est une jungle. Les plus gros bouffent les plus petits. Hein? Les plus riches bouffent les plus pauvres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais puisque nous sommes 54 États, regardez les Européens, ils avaient commencé par 6. Ils sont à 27 aujourd'hui. Mais personne ne peut toucher à un Européen. Mais nous sommes 54 États dans une cuvette. Nous avons tout en commun. Nous pouvons tout faire. Mais qu'est-ce qui reste encore? Donc il faut aussi que nous nous mettions
en tête que nous avons failli. Il y a eu quand même quelques États qui se sont, comment dirais-je, qui ont obtenu leur souveraineté, leur indépendance. L'OIA a accompagné certains États comme ça. Je me rappelle très bien quand on pense à des gens comme Ben Bella, qui se sont battus un peu partout, et tant d'autres encore, les Bourguiba. Il y a eu beaucoup. Et même les Africains, même au Niger, le président Diori a apporté beaucoup. Le président Jibo, bon, il n'était pas au pouvoir, mais il s'est battu aussi au compte de l'Union africaine. Il y a eu des choses, mais ça ne suffit pas. Parce que jusqu'ici, nous sommes dans l'obscurité alors que la lumière est pour nous. L'uranium est pour nous. Nous ne mangeons pas assez. Nous ne mangeons pas bien. Nous ne sommes pas bien soignés. Mais ça, la faute à qui? À nous-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait quelque part une espèce de confiance et de solidarité entre nous. Que ça ne reste pas entre nous, les intellectuels seulement, pour nous partager les choses, nous lancer comment dirais-je, les diatribes, penser que nous réglons les problèmes de toutes ces populations-là, ces millions de populations dans une salle de conférence. Voilà ce que moi je mais, et comme on dit, hein, il y a toujours de l'espoir. Parce que il y en a qui en ont fait effectivement. Si d'autres en ont défait ce que d'autres ont bien fait, il y a la jeunesse qui est en train de monter et Dieu merci, elle aujourd'hui, elle cherche à trouver sa voie, elle se bat. Nous devons la soutenir à 100%, mais il faut qu'elle aussi, elle écoute pour comprendre ce qui s'est passé afin qu'on les accompagne pour l'avenir et que demain, quand ils seront là tout seuls, ces jeunes-là, qu'ils puissent se prendre en charge aussi. Voilà ce qu'il faut. Mais sans nous cogner contre les autres qui étaient avec nous et tout ça. Non, on doit chercher à tirer profit de ce qu'on peut avoir chez l'autre. Même si l'autre a été un adversaire, on a toujours quelque chose à échanger. Voilà, je crois que l'Afrique avance malgré tout et que nous allons nous pérenniser, nous allons marquer notre présence sur le continent et pour que les autres sachent que nous venons de très loin. Mais il faut se battre.